On ouvre maintenant, comme promis, notre chapitre consacré à ce sommet mondial dédié à l'intelligence artificielle. Il s'achève ce vendredi en Inde. C'était le 4e du genre. Côte à côte, chefs d'État et de gouvernement, dirigeants de la tech, responsables d'organisations transnationales. Occasion pour les uns et les autres d'explorer, de raconter davantage cette technologie qui fascine autant qu'elle inquiète. Avant de retrouver notre invité, je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour lequel l'IA ne saurait être réservée à un petit groupe de personnes uniquement. L'avenir de l'IA ne peut pas être décidé par une poignée de pays, ni laissé aux caprices de quelques milliardaires. L'année dernière, l'Assemblée générale de l'ONU a pris 2 décisions primordiales, dont la création d'un panel scientifique indépendant international sur l'IA. Et je suis heureux d'annoncer que ce panel a été nommé. Ces 40 experts incarnent un message clair: l'IA doit appartenir à tout le monde. Et avec nous, Charles Thibault, bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du numérique, maître de conférence à Sciences Po Strasbourg. Que vous inspirent ces mots d'Antonio Guterres qu'on vient d'entendre? Une IA pour tous, est-ce que c'est faisable? Tout est faisable. Simplement, je crois que Antonio Guterres met le doigt sur un problème majeur qui est en fait la raison pour laquelle aujourd'hui l'intelligence artificielle est une technologie qui fascine tant. C'est-à-dire que depuis sa création, depuis les balbutiements de l'intelligence artificielle, on peut dire dès les années 40 avec le mouvement cybernétique aux États-Unis, l'intelligence artificielle n'a toujours eu qu'un but, c'est-à-dire améliorer ce que font les êtres humains en passant par leur substitution par des machines. Donc évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but, à la fin, c'est de gagner en productivité par une substitution tendanciellement généralisée de machines, d'algorithmes, de logiciels aux êtres humains. Dans ces conditions, évidemment, se pose la question de que vont faire tous ces êtres humains qui vont être laissés sur le bord de la route. Et là-dessus, Antonio Guterres a raison d'alerter parce que jusqu'à présent, aucune réflexion sérieuse n'a été menée sur le sujet. Une gouvernance mondiale pour l'IA qui prendrait en compte, selon ce qu'a dit l'Inde qui accueille le sommet, les 3 P, People, Planet, Progress, les gens, la planète et le progrès. Ça semble faisable, mais techniquement, comment? Et puis quels sont aussi les défis sur le plan technique, sur le plan politique? Toute la question est ce qu'on dit, ce qu'on appelle par gouvernance. C'est-à-dire que si on parle de mettre en place des règles communes à l'échelle internationale, ce ne sont pas ces sommets qui vont changer la donne. Il existe déjà des instances internationales qui permettent de fixer un certain nombre de règles communes. Je pense par exemple à l'Organisation internationale de normalisation qui fait ça très bien. Non, je crois que ce sommet, si on parle de gouvernance, c'est peut-être au sens néolibéral du terme gouvernance, qui est en fait son terme original. C'est-à-dire l'idée que les États sont prêts à faire profession de foi pour dire que l'intelligence artificielle, comme n'importe quelle marchandise dans le reste du monde, eh bien, sera gérée selon les règles de mondialisation, c'est-à-dire que les États resteront en retrait, ne réguleront pas de façon majeure la circulation des capitaux, la circulation de ces technologies. Et d'une certaine manière, c'est un blanc-seing dressé aux grandes entreprises du numérique, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, c'est un petit peu le signe sous lequel a été placé ce sommet, puisque tout en parlant effectivement de gouvernance mondiale et même de souveraineté, de troisième voie, etc., ben on voit en fait que les partenariats menés à la fois par l'Inde et par la France avec les grandes entreprises du numérique états-uniennes eh bien, sont reconduits, sont accentués, et c'est dans cette direction qu'on se dirige. Puisque vous parlez de troisième voie, Charles Thibault, on en revient à la question de la souveraineté des États. Ça, on le sait, parce que les enjeux relatifs à l'IA sont étroitement liés à la souveraineté. Quelle souveraineté, justement, quand on est coincé entre les géants américains et chinois, malgré la place honorable, remarquable même, que peuvent occuper des pays comme la France ou l'Inde? Et puis, il faudrait même parler de ces géants que sont les États-Unis et la Chine. Sont-ils véritablement souverains?
Quand on voit tous les efforts qu'ont déployés les États-Unis pour s'assurer un canal d'importation des semi-conducteurs depuis Taïwan à la fin de la présidence Trump, au début de la première présidence Trump, au début de la présidence Biden, on voit bien que les États-Unis aussi sont gênés. Pourquoi? Parce que au tout départ, il y a ne serait-ce que la question des matériaux stratégiques qui permettent de fabriquer ces semi-conducteurs essentiels aujourd'hui aux puces qui font fonctionner les systèmes d'intelligence artificielle. Mhm. Ces matériaux stratégiques, c'est notamment les terres rares. Et aujourd'hui, en gros, 90% du marché mondial est dominé par la Chine. Et en même temps, du côté des logiciels, là, ce sont les États-Unis qui sont prédominants. Donc, en fait, on est dans un système d'interdépendance généralisée. Et dans ce cas-là, parler de souveraineté, il faut être extrêmement nuancé, extrêmement modéré, dans la mesure où, précisément, on ne peut pas arriver à un état d'indépendance absolu, que ce La soit aux souveraineté est États-Unis, en Europe ou en relative, Chine. on l'a compris. Charles Thibault, la France est au premier plan et a co-présidé le dernier sommet en France sur l'intelligence artificielle. Quelles sont, à votre connaissance, les priorités françaises en la matière? J'en vois deux. C'est-à-dire qu'à la fois sur un plan purement politique, je dirais même de communication politique, pour le président Macron, pour le gouvernement de manière générale, c'est de montrer que la France aujourd'hui est encore une terre d'accueil favorable aux investissements étrangers des grandes firmes du numérique et des grandes firmes d'intelligence artificielle en particulier. Et il y a un second point qui est celui de la régulation de la parole en ligne, de l'espace public en ligne, dans la mesure où, en particulier, je dirais, depuis l'épisode des Gilets jaunes, Mhm. les réseaux sociaux ont été ciblés comme étant un élément subversif majeur pour les régimes politiques. Et c'est pour cette raison que le partenariat avec l'Inde est si important, c'est-à-dire l'idée de réussir à mettre en place au niveau international l'idée que la parole en ligne doit être régulée, que tout Mhm. ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux. Et c'est un petit peu, d'une certaine manière, le point d'irréductibilité de ce processus d'autolimitation de l'État et de blanc-seing laissé aux grandes entreprises du numérique. Là-dessus, les États disent non, on ne laissera pas passer parce que c'est la stabilité de nos régimes qui est en jeu. Rapidement, Charles Thibault, chaque fois qu'il est question d'intelligence artificielle, se pose la question du coût écologique, notamment des data centers, des centres de données. De ce point de vue, est-ce qu'il y a eu quelques bonnes nouvelles qui soient arrivées de l'Inde? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le problème a été pris en tout cas en considération par les grands États du monde. Aujourd'hui, il n'est plus possible de dire que l'intelligence artificielle n'a aucun impact écologique. Au contraire, comme le numérique de manière générale, son impact est sans aucun doute majeur. De là à dire que des initiatives seront prises pour aller plus loin dans un numérique ou une Mhm. intelligence artificielle plus verte, je crois qu'il faut rester mesuré à la mesure où, à la même mesure que pour les différentes conventions sur le climat qui ont donné que des Merci. résultats très modérés jusqu'à présent. Merci beaucoup, Charles Thibault, d'être intervenu sur notre antenne, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste Merci à du vous. numérique, maître de conférence à Sciences Po Strasbourg. Petite